D'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à votre télévision. Il faut dire que l'opinion est restée encore dubitative par rapport au caractère réel de cette extirpation de prisonniers à la maison centrale. D'aucuns parlent d'évasion, d'aucuns parlent d'enlèvement. Toujours est-il que ça a porté un coup d'affront à la stabilité et surtout au sérieux de notre administration pénitentiaire. Nous n'avons pas voulu tout de suite nous exprimer par rapport aux sensibilités qu'il y a dans le pays, par rapport à ce que le pays est devenu en matière politique et sociale, le repli identitaire aidant. Les gens voulaient qu'on s'exprime en prenant parti peut-être d'un camp communautariste. Nous n'avons pas voulu cela tout de suite parce que notre travail, tous nos efforts, nous les voulons dans le sens de l'apaisement et de l'unité nationale. Il faut dire que cette évasion, proprement dite, est une conséquence d'une cause qui est un peu lointaine, si il faut le dire ainsi. Parce que j'ai toujours dit et répété Victor Hugo qui disait par exemple que la paix et la quiétude ne sont pas de la nature, ça vient des conventions établies entre les hommes pour une vie en société harmonieuse. Ceci dit, quelle a été sur une autre lecture la vraie cause de l'évasion de Pivy, parce que c'est au-delà de toutes les sommes qu'on peut faire, c'est lui qui reste en cavale, c'est lui qui a refusé de se rendre. Il y a un goût amer, un arrière-goût amer à la façon dont le procès des événements du stade du 28 septembre sont organisés, puisqu'il s'agit de ces événements-là, dans la mesure où toute l'opinion a commencé à constater et à se convaincre que le procès, s'il faut que ce soit un procès qui nous aura aidé à établir la vérité, n'est pas dans sa constitution et dans son organisation en train d'être à la hauteur de ces objectifs-là. Parce que on ne peut pas, ce n'est pas encore compris, c'est encore incongru et incompréhensible que à un tel procès que M. Sekouba Konaté soit absent, que Alpha Condé ne soit pas au pays, que Komara soit conseiller du président actuel, que Bala Samoura soit élevé au privilège de commandant de la gendarmerie nationale, et que qu'on ne constate que c'est ce que l'opinion est en train de vendre, la présence que de gens d'une même et seule communauté dans le box des accusés. Ce qui fait que d'entrée de jeu, nous avions lancé des alertes et par la façon dont même les accusés qui, de toute façon, continuent jusqu'à présent de bénéficier de leur présomption d'innocence, ont été traités par des avocats, des procureurs qui ouvertement les insultaient et les traitaient comme rien n'était. Au fur et à mesure que le procès a évolué, il y a eu des failles, il y a eu des révélations dangereuses qui laissaient un arrière-goût d'injustice alors qu'on est à un tribunal qui est censé être juste. Quand on a par exemple vu le doyen Amidou, l'avocat Amidou, faire part de ces menaces dont il a fait l'objet de la part de l'AVIPA, de la part de l'AFDH, de l'OGDH, quand il a voulu que Konaté continue d'être inculpé dans le dossier. Il a fallu une bataille pour qu'on la remette, qu'on le fasse résoudre, à abandonner les accusations contre Konaté, jusqu'ici qui reste flou, alors que selon ces dires de cet avocat, un commando est allé directement après les événements du stade, après le stade, chez M. Konaté. Et ce qui fait que, et plusieurs fois, on nous a dit que
malgré que des militaires aient été interdits ce jour-là de sortir de leur caserne, des militaires faisaient des va-et-vient du domicile de Konaté le long de la journée. Donc, tout ceci accumulé, ajouté au fait que pendant que le verdict n'est pas tombé, la guerre de la communication est menée par un certain Toumba Diakité, qui d'abord avait reçu un prix en prison, ensuite a reçu un titre d'ambassadeur de la paix, pas par des personnes des moindres. Quand on te dit que shérif peut être celui-là qui puisse discerner un prix à Toumba Diakité, pendant qu'on attend que les verdicts tombent, nous disons que ça s'accumule, et une accumulation d'injustice ou de tentatives d'injustice fait aussi une accumulation de frustrations qui peuvent déboucher sur des révoltes et de la rébellion. Alors, c'est cette lecture que nous, on est en train d'essayer de mettre ensemble pour lire entre les lignes et justifier que quelqu'un se soit révolté en prison et que ce soit fait évader. De l'autre côté, l'autre hypothèse qu'il faut développer, qu'un jeune sort et dit qu'il menace de venir libérer son père de la prison et donne plus d'un droit, 4 mois, à l'administration pénitentiaire de se préparer peut-être à cette éventualité, mais réussit quand même, cela titille, n'est-ce pas, la fierté nationale qu'on doit se targuer d'avoir une administration pénitentiaire solide. Nous n'en avons pas. Notre administration pénitentiaire a été vraiment éprouvée à l'occasion. C'est le moment de le dire et d'interpeller les autorités là-dessus. Alors, c'est notre lecture pour les causes, la voici. Maintenant, les événements proprement dits. Comme je le dis, je commence par l'épreuve dont a fait l'objet notre administration pénitentiaire. Maintenant, la gestion de cette crise de la part des autorités me laisse personnellement sur ma faim, parce que la réaction du ministre de la Justice n'est pas une réaction d'un ministre. Je crois qu'il a beaucoup besoin de diplomatie dans la gestion d'une telle situation pour ne pas continuer de mettre en évidence les carences de son administration, de son secteur. Il devrait plutôt pas essayer de rentrer dans ce jeu de recherche de bouc émissaire pour vendre certains éléments de son service. Il devait assumer, comme tout bon responsable, tout bon coach, tout bon leader, les responsabilités dans une telle affaire. Ce qui n'est pas malheureusement en train d'être fait. On prend tout à l'émotion, on prend tout à la va-vite. Et je crois que pour la Guinée, pour la paix dans notre pays, il faut éviter de telles situations. C'est notre interpellation personnelle. Alors, de l'autre côté, le pouvoir qui traque la famille de Pivi, qui traque les enfants, les adoptés, tous non Pivi, comme nous aurions appris à travers la ville, à travers le pays. Je n'opterais pas pour une telle démarche si j'étais à la place de Mamadi Doumbouya ou de l'un de ses conseillers. Il faut procéder plutôt autrement. C'est déjà une crise très profonde. Nous ne pouvons pas continuer d'en rajouter d'autres couches. Il faut plutôt maintenant prendre des dispositions pour gérer la chose dans l'œuf, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Pivi dans la nature, son fils dans la nature, le pouvoir ne peut pas continuer de procéder comme on est en train de le faire. Je le disais dans les causes que j'expliquais. C'est une accumulation de pressentiments, de sentiments d'injustice qui peut amener à de tels comportements. Si on continue de résoudre comme si ça c'était des règlements de compte à l'émotion, à aller tirer sur tous ceux qui bougent dans les domiciles du fugitif, je ne crois pas que ce soit la bonne manière. Il faut faire en sorte que nous puissions économiser nos énergies dans la gestion pacifique des choses, de se concentrer dans la recherche du fugitif, se concentrer à chercher à savoir pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est si facilement arrivé pour trouver des solutions idoines. Mais quand on continue de traquer de cette manière et qu'on continue de faire croire à une communauté qu'elle est celle qui est la cible, ça peut amener à d'autres crises qui n'auront pas la dimension et la capacité de gérer. Ce qui fait que je pense qu'à la place des conseillers de Mamadi, je lui aurais
conseiller de se concentrer que sur le fait lui-même et mais de ne pas l'étendre à d'autres communautés. Par rapport maintenant aux alliés, aux amis, aux parents de Pivi, à la forestière, je ne voudrais pas qu'elle fasse porter un combat qui n'en est pas un. C'est un problème qui se passe entre, c'est vrai, Monsieur Claude Pivi et le gouvernement et l'administration pénitentiaire, qu'on essaye de cerner le problème à ce niveau, mais qu'on n'essaye pas de l'extrapoler, qu'on n'essaye pas de l'étendre et de l'interpréter ethniquement. Ça n'arrange personne, ni le pouvoir, ni la communauté de Pivi. Nous devons travailler qu'à préserver l'unité nationale, qu'à préserver la paix et la quiétude sociale. Et pour le faire, pour quiconque va se retrouver à être victime ou acteur de quelque chose avec l'État, que le problème se saisisse à son niveau, mais qu'on ne l'étende pas à sa communauté, ce qui porte à une crise grave sociale à laquelle nous n'avons pas droit en tant que pays qui n'arrive pas à joindre les deux bouts en matière de développement. Nous avons besoin de cette sensibilisation, de cette communauté, de cette communication pour permettre à chacun de se ressaisir et de prendre ses responsabilités pour préserver l'État. Nous avons l'impression que ceux qui courent vers le pouvoir, ceux qui courent vers des privilèges d'État, le font simplement dans la défense d'intérêts personnels. On ne priorise pas la Guinée, on ne priorise pas l'unité nationale et pourtant c'est ce qui devrait être fait, ce qui fait que nous prenons très au sérieux tout ce qui est en train de se passer. Il faut dire que nous sommes inquiets, d'autant plus qu'aucune voix autorisée n'est en train de se lever pour interpeller chacun à l'attention, à la raison. Les autorités administratives sont complètement dans les décors. L'administration ou bien le conseil musulman, on ne l'entend pas, on ne l'entend même pas interpeller. Et le conseil chrétien, on ne l'entend pas interpeller. Ça nous inquiète, nous autres. Ce n'est pas les politiques dont on sait dorénavant être d'un camp ou d'un autre qui vont être capables de faire quelque chose ici, alors que dans mes classes de l'université de droit constitutionnel, on m'a dit que l'État utilise fondamentalement deux forces pour agir et pour résoudre les problèmes. La force coercitive et la force de persuasion. Et aussi, puisque ce sont des crises, des tensions qui se sont accumulées, on ne peut pas continuer de faire recours à la violence, on ne peut pas continuer de faire recours à la coercition. Il faut faire recours à la persuasion, c'est-à-dire les leaders religieux, les leaders coutumiers, pour pouvoir lever le ton et interpeller chacun, ce qui n'est pas en train d'être fait. Pour cela, nous avons peur pour la Guinée, nous avons peur pour la paix, et nous ne pouvons qu'aujourd'hui interpeller chaque parti à préserver l'unité nationale et la paix sociale. Nous n'avons inscrit aucunement, nulle part, dans notre législation, la prise du pouvoir et la gestion du pouvoir par les armes. Dès que vous êtes à un tel niveau en matière de société, vous êtes dans la crise, vous êtes dans la non-paix. Aujourd'hui, qu'on vienne maintenant rajouter d'autres couches par la mauvaise organisation du procès du 28 septembre, jusqu'à ce que nous continuons de gérer même l'évasion, la façon dont on est en train de gérer l'évasion, la paix est menacée. Nous ne savons pas le retour du bâton. Ça sera quand? Parce qu'il y a forcément un retour du bâton à attendre à partir du moment où celui qui part dans la nature, c'est un Guinéen qui voudra vivre en Guinée comme tous les autres Guinéens. Il ne va pas aimer continuer de rester dans la cachette. Est-ce qu'il va revenir? Ce sont des points d'interrogation qui se posent au niveau de votre question, qui menacent sérieusement la paix dans notre pays. Non, à mon sens, véritablement, les élections ne sont pas aujourd'hui la priorité. Parce que je le dis pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sent aucun effort du côté du gouvernement d'aller dans ce sens-là.
Et à mon sens, aujourd'hui, même si le gouvernement prenait maintenant les dispositions, maintenant d'aller aux élections, ça ne sera pas, en tout cas, si nous voulons des élections sérieuses, ça ne pourrait pas être possible dans le temps imparti qui nous reste. Donc, je ne sens pas des élections qui puissent arriver dans des circonstances telles que nous sommes en train de les vivre. Il faut bien que nous ayons raison gardée pour que nous puissions se regarder dans les yeux, aborder les problèmes de la Guinée dans leur vrai sens, pour résoudre d'abord ces problèmes, afin que nous nous continuions d'accumuler les crises. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre sont les conséquences de ce qu'on a fait en 2010. On a bâclé la transition, on a fait la transition au prorata de politique, et on a continué dans la crise politique jusqu'en 2020. Et on ne peut pas maintenant se permettre de rentrer dans une autre crise post-électorale qui va nous conduire encore à 10 années d'instabilité politique. Donc, pour toutes ces raisons, je ne sens pas qu'il y a une nécessité et une possibilité d'aller aux élections très prochainement. Il faut que Mamadi Doumbouya, malheureusement, il y a deux acteurs aujourd'hui qui peuvent nous permettre de nous trouver des portes de sortie. Premièrement, le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Deuxièmement, les chefs religieux qui peuvent faire savoir à chacun qu'on devait abandonner nos prorata et aller à un dialogue sérieux et franc et inclusif. Qu'on ne continue pas d'accuser de tous les péchés d'Israël l'autre camp et de rejeter la faute sur l'autre. Il faut que chacun puisse assumer ses responsabilités et abandonner certains prorata pour aller autour de la table de façon sérieuse et de façon républicaine pour que nous puissions avoir d'abord à discuter entre nous de tout ce qu'il faut, de tous les contours des élections prochaines, afin que s'il y aurait des élections en Guinée, que ce soit pour une fois des élections qui soient acceptées et acceptables, parce que c'est seulement ça qui est le gaz de notre pays que nous sommes en train de rechercher. Donc, je crois que la sortie de crise commencera par ça. Et tant que nous ne serons pas résolus à procéder de la sorte, la paix n'est pas pour demain. Écoutez, mon dernier mot, il s'adresse à deux personnes, à deux acteurs, Mamadi Doumbouya et le peuple de Guinée. Il faudrait que le peuple de Guinée, dans son entièreté, si je devais commencer par le dernier donc, arrête de se victimiser et de communautariser le débat. Je veux dire ici que quelle que soit la communauté qui accéderait au pouvoir par la lutte communautariste, ce sera un échec d'entrée. C'est-à-dire que nous restions dans ce combat aujourd'hui, que la lutte communautaire permette qu'un forestier accède au pouvoir. Et ça ne va pas plaire aux Malinqués, ça ne va pas plaire aux Peuls, donc ça sera un échec. Qu'on reste dans cette lutte communautariste, que ce soit un Peul qui accède au pouvoir, ça n'aidera pas à l'unité nationale, ça n'aidera pas à la pays, parce que ça sera considéré comme le fruit de l'effort des Peuls. Or, la Guinée telle que nous l'avons, telle qu'on nous a donnée, ne peut pas se gérer en division. Nous ne sommes pas un État fédéral, et même si nous l'étions, nous ne pouvons pas cesser d'être un État unitaire par le fait qu'on sera rattaché à l'État fédéral. Ce qui fait que je ne trouve pas que nous continuions de se battre chacun sous une houlette communautariste pour arriver au pouvoir. Tant que c'est cela, on ne pourra pas résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Donc, à Mamadi Doumbouya de jouer sur l'apaisement. C'est vrai que quand quelqu'un quitte la prison centrale de Conakry, c'est une insulte à l'armée, c'est une insulte au gouvernement, mais qu'ils ne prennent pas le problème dans ce sens-là, qu'ils puissent savoir raison garder, qu'ils puissent procéder avec la diplomatie, éviter que ce qu'on lui prête ne soit une réalité dans ses comportements. C'est-à-dire qu'on lui prête qu'il soit communautariste, il a mis les Malinqués partout, c'est parce que Pivi est Thomas, forestier, qu'il agit comme ça. Non, c'est à lui de répondre à ça par des actes de chef d'État. Parce que, quelle que soit la manière par laquelle il est accédé au pouvoir, aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Donc, pour ça, je crois qu'il doit prendre le dessus de tout ça.
il en a l'obligation d'un chef d'État pour faire en sorte qu'on voie un Mamadi Doumbouya père de la nation. C'est ce qu'il faut que ceux qui l'entourent lui disent. Aujourd'hui, le Premier ministre, la primature a démissionné, le ministère de l'administration du territoire a démissionné, personne ne joue son rôle à côté de lui. Je ne crois pas que monsieur le secrétaire général de la présidence soit en train de jouer son rôle, ce qui fait qu'il faut des conseils francs, peut-être des imams, de l'imama, des prêtres, pour faire en sorte que Mamadi réalise que lui, il est celui à qui on demandera des comptes au moment venu, comme on est en train de le faire aujourd'hui à l'égard de Dadis Camara. Ce qui fait que je pense qu'il doit se ressaisir, savoir raison garder et prendre le dessus des émotions populaires pour faire en sorte que nous puissions avoir une sorte de crise souhaitée. Merci, M. Camara.